Vous une fois ou deux, il y a 2 ans de souvenirs. Mais oui, pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de venir, de faire connaissance physiquement. Ouais. Bon, faut pas avoir peur, hein, ils sont très accueillants au JP. Hein. Ils ne mordent pas. Vous avez une entreprise? Oui, des logistiques spécialisées. On a ouvert à Grisol depuis décembre dernier. Ouais. Et quelle société? Filia Solutions. Ah, Filia Solutions, oui, je vous connais bien. Vous avez aussi une entité à Montpellier, me semble-t-il. Voilà, les sièges Montpellier, exactement. Oui. Vous nous connaissez déjà? Oui, oui, vous êtes connu, oui. Bon, ça va, j'ai bien fait mon job alors. Exactement, oui. Exactement, oui. Ouais, mais bon, après, c'est effectivement de Toulouse. Mon PDG est toulousain, Geoffrey. Donc, moi, je voyage beaucoup entre Toulouse et Montpellier et Lyon. Là, on a des sites plutôt, pas des sièges, des sites. Ouais, très bien, on aura l'occasion de se rencontrer comme ça. Donc, je sais pas, on démarre peut-être? On va peut-être démarrer et puis comme ça, les personnes qui doivent nous rejoindre, parce que je crois qu'il y a quand même un peu plus de monde qui s'était inscrit. Oui. Hein, comme on dit, ça va les faire venir. Oui. Hein. Bon, ben, je dire 2 mots. Bienvenue. Donc, je suis Marie-Armelle Bory, la présidente du JP. Je vous remercie d'être là pour le webinaire sur la supply chain organisé par Access et Emmanuel Labrie. Je vois qu'il y a eu, ça a amené un grand intérêt en tout cas. Donc, le JP, c'est un club une association d'entreprises, laboratoires de recherche et établissements d'enseignement supérieur de la région, essentiellement la région toulousaine, hein, même si par ces temps difficiles, on capte bien au-delà de la région toulousaine. On a notre fonds de commerce, entre guillemets, c'est de provoquer les projets et l'innovation par les rencontres et les visites d'entreprise, les, euh, les conférences. Bon, on est un peu frustré là depuis un an puisque on n'a quasiment pas fait de choses en présentiel et on a été obligé comme d'autres, hein, à revoir un peu nos façons de faire. Tout ce programme de webinaire que l'on propose. Et on se rencontre en virtuel. Bon, ça vaut pas le présentiel parce qu'en général, quand on fait des manifestations, on termine toujours par un moment convivial et sympathique autour d'un buffet et d'un verre de vin ou non. Mais bon, ça, chacun, c'est le choix de chacun. Mais ça permet de rencontrer et d'échanger à la fin de nos rencontres. Et c'est quand même l'esprit, c'est de créer des liens et créer des contacts entre les personnes pour initier des projets. Des projets, on est quand même là pour que nos entreprises se développent. Voilà. Donc, je laisse la parole à Emmanuel. Merci Marie-Armelle. Alors, juste pour information, donc Accence est membre du JP depuis maintenant 2 ans et je confirme tout à fait ce que dit Marie-Armelle. Pour Accence, ça a été l'occasion effectivement de nouer, je dirais, un certain nombre de contacts fort agréables, amicaux, de développer du business et puis je fais un petit peu de pub pour le JP parce que c'est vrai que je trouve, et nous sommes adhérents à d'autres réseaux, et je trouve que c'est un réseau qui est très dynamique. Et malgré les situations compliquées qu'on connaît depuis un an, eh ben, le JP, il a su, je dirais, pas se réinventer, mais en tout cas, continuer à animer et à multiplier les occasions de pouvoir échanger et partager un certain nombre de choses. Voilà. Donc, juste, Emmanuel Labrie, donc moi, je suis dans le cabinet Accence BTE, je suis directeur commercial et marketing, et je suis dans le cabinet depuis 4 ans. Et avant de passer, parce que le webinaire va être animé par Frédéric Coroen, qui est un de nos consultants, et donc il va vous expliquer
qu'est-ce qu'est la méthode des DMRP, en quoi ça consiste. Juste avant, je voudrais juste vous faire une petite présentation hyper rapide du cabinet Axence pour que vous nous connaissiez un petit peu mieux, au moins pour ceux qui ne sont pas membres du JP. Donc, en 2 mots, le Axence, c'est un cabinet de conseil et de formation, hein, spécialisé en excellence opérationnelle. On est une trentaine de consultants et formateurs. Le siège social est basé à Toulouse. On a des bureaux aussi à Lyon, liés au rachat d'un cabinet de conseil il y a à peu près 3 ans. Et tous nos consultants sont consultants et formateurs, puisque, comme je vous l'ai dit, on a un organisme de formation qui est un organisme certifié Calliope. On a une particularité, on aime beaucoup le côté international. On a à peu près 10 nationalités au sein du cabinet, en allant du chinois, en passant par le russe, l'espagnol, le portugais et l'irlandais. Et le cabinet a quand même déjà à peu près 16 années d'ancienneté, créé en 2005 par Aymeric de Valroger. On a ces 30 consultants, on réalise beaucoup de missions et pour cela, on a développé ce qu'on appelle un réseau Axence APN. APN, ça veut dire Axence Professional Network, et en fait qui réunit, je dirais, des consultants qui peuvent être indépendants, qui ont fait intervenir pour des problématiques de capacité ou de compétences. Donc, sachez que si vous connaissez dans votre réseau des gens qui sont dans les expertises que je vais vous présenter, n'hésitez pas à nous les envoyer, on sera un plaisir de les rencontrer et pourquoi pas de les faire travailler, et soit en tant qu'indépendants, soit les embaucher. On a un certain nombre de certifications, dont des certifications, l'université du Lean Six Sigma qui certifie certaines de nos formations certifiantes, comme les formations Green Belt, Lean Six Sigma, Black Belt, Lean Six Sigma, que l'on dispense de manière régulière dans nos locaux, en présentiel. Voilà. Donc, pour situer un petit peu les domaines d'expertise du cabinet Axence, donc on va dire qu'on a 4 grands piliers. Un premier pilier qui tourne autour des métiers de la supply chain, dont le DDMRP dont on va parler ce soir, avec les prévisions des ventes, le PIC PDP, la gestion des stocks, l'ordonnancement, les approvisionnements. Ça, c'est le premier domaine d'expertise. Un deuxième domaine d'expertise qui tourne autour de la logistique et du transport. On est capable de pouvoir lancer des appels d'offres complets de transport pour des sociétés. On est capable de redéfinir le schéma directeur de logistique de leur flux, amont, intercite, aval. Et puis, on a aussi une expertise très pointue sur la simulation dynamique de flux qui nous permet de modéliser des flux au sein d'un entrepôt logistique ou au sein d'un atelier. On a un troisième pilier qui est la maturité industrielle. Donc ça, aujourd'hui, qui est orienté 100% aéronautique. On accompagne aujourd'hui Airbus et ses sous-traitants à monter en maturité industrielle et on audite les fournisseurs, on fait ce qu'on appelle des assessments pour s'assurer que les fournisseurs répondent bien aux exigences du donneur d'ordre. On déploie des méthodes APQP, ça parle peut-être pas forcément à beaucoup d'entre vous, c'est des méthodes de gestion de projet qui datent de 30 ans dans l'automobile, qui en fait consistent à, en phase de développement d'un nouveau produit, de fabriquer le produit bien du premier coup. Voilà. Aujourd'hui, dans l'automobile, toutes les voitures qui sortent des chaînes de montage, elles sont toutes identiques et elles sont toutes prêtes à fonctionner, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'aéronautique, par exemple. Et enfin, on a un quatrième pilier qui sont les méthodes industrielles. Ça, c'est un gros pilier d'Axence qui vient historiquement du BTE. Hein. Si vous regardez le logo d'Axence, vous avez le petit BTE en dessous, ça veut dire Bureau d'état élémentaire. On a formé depuis 1938 beaucoup de gens à la mesure des temps et à la chronoanalyse. L'objectif, c'est de travailler sur le flux au sein des ateliers de fabrication, de manière à optimiser ces flux en mettant en évidence toute la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée, et donc de travailler sur ces non-valeurs ajoutées pour faire en sorte de réduire les temps de cycle de manière à livrer un produit dans les temps au niveau du client final. On a aussi 2 autres expertises transverses, tout ce qui tourne autour de la qualité et de l'amélioration continue. On déploie beaucoup des démarches d'amélioration continue auprès des clients. C'est des démarches des clients qu'on accompagne pendant 2 ans, 3 ans. On va utiliser des méthodes du Lean, le Six Sigma et la résolution de problèmes. On est très orienté terrain chez Axence. On va travailler sur les processus et on a toute une couche qui va tourner autour des hommes, du management des hommes, de la conduite du changement, puisqu'on sait très bien que si on n'accompagne pas les équipes dans ces changements-là, eh ben, finalement, les changements ne se font pas et ne s'opèrent pas. En quelques mots, Axence, BTE, cabinet de proximité, petite taille, mais avec quand même la capacité à pouvoir répondre à un besoin de grands groupes. Cette dimension internationale dont je vous ai parlé, on intervient partout dans le monde lorsque les avions volent, bien sûr. Et puis, un point qui est très important aussi, c'est ce degré d'expertise. La plupart de nos consultants ont entre 10 et 25 années d'expertise. Donc, on n'est pas, je dirais,
Je ne dis pas qu'on ne fait pas la place à des consultants jeunes, mais voilà, on développe cette expertise qui permet aussi d'apporter beaucoup de valeur ajoutée à nos clients. L'innovation, le côté très terrain et très pragmatique dont je vous ai parlé, qui produit du résultat, et bien sûr, on n'est pas chez Axence, un cabinet de Yaka Faucon, c'est toute une capacité à pouvoir transmettre le savoir aux équipes de manière à ce qu'elles gagnent en autonomie. On intervient autant sur des PME de 15 personnes que directement sur des grands groupes comme Airbus, comme Safran, dans l'industrie en règle générale, en passant par la santé, l'automobile, le transport et la logistique, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, je ne veux pas être plus long. On aurait beaucoup de choses à dire sur Axence. Donc ça, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vais tout de suite laisser la parole donc, à Frédéric Coroën, qui lui intervient donc, chez nos clients, principalement sur des missions supply chain, dont le DDMRP. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Frédéric Coroën, tu peux couper ton son, s'il te plaît? Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Bonjour. Donc, je vais vous présenter effectivement la méthode DDMRP. Alors bon, j'ai mis le petit logo. Personnellement, je suis certifié Demand Driven Planner professionnel auprès du Demand Driven Institute et je suis formateur et consultant chez Axence BTE. Donc, je suis un collègue d'Emmanuel. Donc, l'objectif du webinaire, il est assez simple. C'est juste vous présenter le principe de la méthode DDMRP, partager un vocabulaire commun et après présenter ce que fait et les offres d'accompagnement d'Axence BTE auprès de ses clients, aussi bien en formation qu'en formation et conseil. Donc, où on forme les gens, où on vous aide lors de l'atelier à avancer un petit peu, soit on fait carrément en termes de conseil. Donc, voilà. Donc, je vais rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc, effectivement, le DDMRP, il est venu d'un constat sur la gestion des flux. On a beaucoup de choses. Donc, la première chose, pour tous les gens qui connaissent un petit peu la gestion de production, on parle du Lean. Le Lean nous apprend qu'il faut tirer les flux à partir de mon client, puisque le client est au cœur, donc c'est le client qui a raison. Et on est parti d'une logique de flux poussé qui était une logique de production, effectivement, où dans les années jusqu'aux années 80, où on produisait pour produire, le marché absorbait, à, comme le marché est saturé, c'est aujourd'hui le client en tant que client roi qui demande ce qu'il veut et on a toute une nouvelle logique de flux tiré. Donc, pour mettre en place le flux tiré, il y avait eu une idée donc de mettre le Kanban. Alors, le Kanban, c'est très efficace. Le problème, c'est que le Kanban, c'est très efficace avec un nombre et une variété simple, c'est-à-dire très peu d'étiquettes et très peu de variabilité de produits. Lorsqu'on va gérer énormément de références et customiser la production, le Kanban, il n'est plus du tout efficace. Et effectivement, aujourd'hui, on a un outil informatique qui est devenu incontournable depuis les années 80. L'autre constat qu'on a, c'est qu'on a eu, alors dans les années 80, un concept de MRP2 qui utilise des nomenclatures, donc ça a été décisif ce progrès, mais c'était un traitement lourd et extrêmement compliqué. Et le MRP, il y a des prérequis qui sont une bonne précision des prévisions, référence par référence. On va avoir ce qu'on appelle un agrégat et il ne faut pas se tromper lorsqu'on fait des familles. Le MRP2, il ne sait pas gérer les stocks buffer, c'est-à-dire les stocks des Kanban. Ça, il ne sait pas faire. Il ne sait gérer que les stocks de sécurité, min-max. C'est vraiment des choses. Et le problème, c'est que le MRP2, il génère énormément de perturbations. Donc, dès qu'une sécurité est entamée, on va redemander tout de suite de reconstituer le stock de sécurité et ça va être traité dans le même ordre qu'une demande réelle du client. Donc, le système ne va pas pouvoir faire de différence entre je recomplète un stock et j'ai une commande client. Pour lui, ça sera exactement le même ordre de priorité et il faudra l'intelligence du planeur pour voir comment on fait. Donc, je me suis un petit peu amusé puisqu'on est là quand même pour partager un petit peu de vocabulaire. Et comme cette présentation vous sera donnée à la fin, donc on a le MRP, qui était une méthode de calcul créée dans les années 60 par Joseph Orlicki. En 71, on a le MRP1, donc on ne fait pas que le calcul effectivement du besoin de matière, on a une adéquation charge-capacité. Puis après, avec le développement de l'ordinateur, on va pouvoir imaginer
cette adéquation charge-capacité sur un nombre d'horizons. Et donc, à ce moment-là, on va avoir la planification. Donc, vous connaissez sûrement le PIC, le PDP, le petit PDP. Donc, voilà, ce qu'on appelle le SNOP en anglais, le PIC. Voilà, toute cette notion-là de planification et de méthode, c'est le MRP2. Et après, dans les années 90, donc de cette gestion de production, hein, qui était faite par le MRP, on va passer à un concept d'ERP où petit à petit, la modélisation de l'entreprise va entraîner la plupart des départements, le département commercial, puis après le département comptabilité et RH. Et donc, l'ERP deviendra effectivement le logiciel qui va permettre de planifier l'ensemble des tâches de l'entreprise. Donc, si je reprends un petit peu ce concept de gestion des flux, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est comme on va avoir de plus en plus de produits complexes, on va avoir des gammes qui vont s'étendre et souvent, on est un produit technique, alors pas d'un avion qui a des millions de pièces, mais plutôt déjà d'une automobile ou même d'un lave-vaisselle ou tout autre produit courant, tout ce qui est aussi téléviseur, bref, tout ce qui est les biens bruns et blancs, comme on appelle ça, effectivement, on va avoir une nomenclature qui va être très, très longue. Et souvent, on va mettre des produits semi-finis pour permettre effectivement de changer. On va avoir des semi-finis assez communs. Et en fait, la différenciation retardée, donc qui va permettre de personnaliser le produit, va faire que, effectivement, ces produits vont être stockés un peu partout. Et on va avoir un problème entre la distorsion du signal. On voudrait que le produit soit, surtout aujourd'hui, on a une demande omnicanale qui est faite à la fois sur Internet, à la fois en magasin, par énormément de biais, énormément de canaux. Et comme on a beaucoup de distributeurs, on va avoir des demandes un peu partout. Et donc ça, on va avoir effectivement une distorsion du signal de la demande. Et de l'autre côté, on peut avoir effectivement des ruptures soit sur le semi-fini, soit sur le composant. Et en fait, l'addition de ces distorsions entre est-ce que le signal arrive immédiatement ou est-ce qu'il est décalé, est-ce que la rupture, elle est là, mais effectivement, on a mondialisé, donc on a X sous-traitants. Donc, on va avoir énormément de ce qu'on appelle l'effet coup de fouet. Alors, je le présente dans la slide d'après, effectivement. Il y a une loi bien connue sur la variabilité, effectivement. Plus un processus est variable, moins ce processus sera productif. Et si on allonge effectivement les nomenclatures, et en plus, si on allonge et les nomenclatures et les gammes, on va avoir énormément de baisse de productivité et de baisse de production, puisque effectivement, on va avoir un temps qui va s'allonger en termes de lead time pour le perçu par le client et une production qui va baisser. Donc, face à ce constat, effectivement, on se rend compte pourquoi le Kanban est-il efficace. Alors, le Kanban, il gérait des stock buffers. Le buffer filtre et amortisse la variabilité. Mais malheureusement, la variabilité, ça détruit la performance. Alors, on a vu, il y a une demande qui peut être variable. On va avoir effectivement la chaîne d'approvisionnement qui peut subir des variations. On l'a bien vu malheureusement pendant le Covid. On s'est aperçu que les fournisseurs qui étaient à côté, ça allait. Mais dès qu'on commençait à fermer, et c'est valable aussi aujourd'hui en Europe, donc il y a des pays qui se calfeutrent. Et donc, le flux de marchandises est difficile. On a aussi l'exemple du Brexit où on a eu les camions qui sont allongés. Donc, on a une variation effectivement énorme, une variabilité dans la supply. Et à l'intérieur de l'organisation, effectivement, on peut avoir, si on a des organisations très séparées, très cloisonnées, une variabilité parce que le flux d'informations circule très, très mal. Donc, cette variabilité, malheureusement, elle va s'additionner, elle ne va pas s'annuler, donc au contraire, elle va s'additionner et augmenter. Donc, si je reprends ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'entreprise, donc j'ai effectivement plusieurs fournisseurs et donc il y a une variabilité. Plusieurs, effectivement, dans mon processus de production, différentes machines et on peut imaginer une construction avec de l'assemblage. Et comme j'ai plusieurs canaux de distribution, une distribution qui va être aussi soumise à la variabilité
avec soit du stock, soit de base de stock. Et donc, c'est le schéma aujourd'hui classique qu'on a et on imagine aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a des stocks, mais ce que je vous propose, c'est de passer avec la méthode des DMRP à une position de buffer. Donc, c'est la nouvelle appellation, effectivement, un buffer qui est un point de découplage et on va en discuter un petit peu. Donc, cette notion d'abord de découplage a été utilisée par l'APIX, effectivement, et je vais la présenter plus en avant aujourd'hui. Donc, la méthode, elle a été justement imaginée par deux personnes, Carol Pact, qui est l'ancienne présidente de l'APIX et qui est une experte MRP, et Chad Smith, qui est un expert effectivement de la théorie des contraintes, puisqu'il a été longtemps président effectivement de la Goldratt Institute. Et tous les deux ont créé un livre qui s'appelle effectivement DDMRP, Demand Driven Material Requirement Planning. Donc, cette méthode, elle est très complète, elle est directement applicable en travaillant sur des données extraites de l'ERP de l'entreprise. Donc, cette méthode des DMRP, elle repose sur 5 éléments, effectivement. Le premier élément, ça va être un positionnement stratégique des stocks, de ces buffers. Après, on va imaginer quel profil ces buffers, on va calculer effectivement ces buffers. Troisième chose, puisqu'on a un monde effectivement très dynamique, on va avoir des buffers, un ajustement dynamique, donc vraiment câblé sur la demande client. On va effectivement planifier effectivement cette demande. Et enfin, le dernier volet, c'est effectivement le suivi, l'exécution visuelle et collaborative de ces buffers. Donc, si les 3 premiers plans sont des éléments stratégiques de structuration de la supply chain, les points 4 et 5 sont des éléments opérationnels, puisque effectivement, les 3 premiers plans, on va modéliser l'environnement, un peu comme on fait quand on fait du SNOP, on va modéliser et la demande et les capacités. Là, on va modéliser tout cet environnement et à partir de là, on va le faire vivre en planifiant, en l'exécutant de façon très opérationnelle. Donc ça, c'est vraiment la présentation très simplifiée. Donc la première étape, où positionner effectivement ces buffers de découplage? Eh bien, avec un concept nouveau qu'on appelle le lead time cumulé, on va imaginer effectivement comme point de découplage, quelle est la tolérance, le temps que peut attendre un client. On va avoir effectivement le potentiel du marché. Donc, on va regarder aussi la variabilité de la demande, la variabilité effectivement au niveau aussi aval et amont. On va regarder au niveau amont la supply chain, est-ce que j'ai des fournisseurs fiables à côté de moi ou est-ce que malheureusement, il y a une variabilité. On va regarder aussi au niveau des différenciations, quel est l'avantage compétitif que je pourrais avoir si j'avais du stock aujourd'hui. Et on va regarder aussi comment protéger de façon très, très pragmatique les opérations critiques. Et là, c'est directement issu de la théorie des contraintes, avec protéger, pour ceux qui connaissent, effectivement, protéger la ressource goulot pour maximiser ma production. Donc, ce concept, c'est le concept de lead time cumulé, donc c'est-à-dire le lead time entre deux buffers. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça va être effectivement la définition des familles d'articles pour simplifier la gestion. Donc, quelles règles précises pour dimensionner les stocks, puisque je vais, un peu comme quand je fais une famille PIC, je vais imaginer des articles qui ont la même logique de consommation auprès du client. Et donc, ça va me permettre de calculer des profils de buffer. Ça va me permettre en fait d'imaginer la variabilité. Donc, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle est faible? Et au niveau du lead time, est-ce que j'ai des lead time longs, est-ce que j'ai des lead time courts et des lead time moyens? Donc ça me permet effectivement de définir les types d'articles et d'appliquer effectivement ces buffers, ces catégories à l'ensemble de mes articles. Et enfin, le troisième pilier pour modéliser l'environnement, effectivement, c'est l'ajustement dynamique. Donc, selon un historique, donc on va parler de consommation moyenne journalière, le CMJ, excusez-moi, et on va regarder effectivement la variation de ce CMJ. On va prendre
comme base de calcul ce CMJ. Et on va effectivement créer une modélisation dynamique de ce stock. Voilà. Donc, le quatrième aspect, c'est une fois qu'on a modélisé notre environnement, ben, effectivement, on va le faire vivre avec ce que vous avez à droite, donc le top of red, le top of yellow, le top of green, qui sont en fait dans l'avis de mon article, le stock et effectivement la gestion de stock et mon article va effectivement, son stock va osciller entre d'abord le rouge, puis le yellow, puis le green, puis après il va stabiliser très rapidement grâce à la mécanique de DDMRP sur une moyenne au niveau du jaune. Pourquoi? C'est un aspect très, très mécanique. Hein. Donc, on va pouvoir après gérer très rapidement avec les couleurs. Simplement, le planificateur ou l'opérateur logistique aura le suivi de toutes ces références sur un tableau que vous pouvez voir, hein, simple à voir, avec effectivement qu'est-ce qu'il doit produire ou qu'est-ce qu'il doit commander, simplement en agissant sur les couleurs. Le but, effectivement, c'est d'identifier de façon simple et visuelle les priorités. Alors, relative des ordres, est-ce qu'il faut relancer, est-ce qu'il faut accélérer la production, et en surveillant les stocks physiques de chaque article et en définissant les zones d'exécution entre le vert, le jaune et le rouge. Effectivement, on a des seuils. Donc, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Hein. On peut le faire d'abord par un Excel, parce que ça marche très, très bien quand on a très peu de références. Après, on a des logiciels dédiés et on travaille avec un éditeur de logiciels dont c'est le métier, et qui permet effectivement d'avoir des écrans beaucoup plus conviviaux qu'Excel et éviter tous les erreurs de calcul que peut avoir Excel quand on commence à le manipuler et à le partager. Donc, on peut avoir effectivement un logiciel dédié sur le DDMRP. Mais effectivement, le principe est le même. Il nous donne la quantité qu'on a aujourd'hui en stock, la quantité qui est réservée et il nous propose ou pas de approvisionner. L'intérêt, c'est effectivement de calculer ce qu'on a à droite, effectivement, avec le stock statut. Donc, qu'est-ce qu'on a de disponible en stock aujourd'hui? Et la couleur nous dit s'il faut ou pas reprovisionner. Et les trois échelles de couleurs, entre le vert, le jaune et le rouge, nous donnent effectivement la capacité et la priorité qu'il y a dans chaque article. Le résultat, c'est quoi? Alors, réellement, lorsqu'on va implanter la méthode des DMRP, on va avoir un gain de stock entre 20 et 30%. C'est-à-dire que les stocks vont baisser et ça va effectivement, mécaniquement, améliorer la trésorerie, puisque du stock, c'est quand même une immobilisation financière, mais aussi par rapport à une distribution bimodale du stock, on connaît très, très bien tous les gens qui ont travaillé sur le stock connaissent cet effet-là. On a souvent beaucoup de choses dont on n'a absolument pas besoin, mais tous les produits qu'on a besoin, ils sont très vite en rupture. Pourquoi? Parce que dans l'ERP, on a des données qui devraient être des données dynamiques, qui sont effectivement les données, les paramètres de gestion de stock. Mais généralement, ces paramètres, ils sont fixés une fois pour toutes, quel que soit l'article, et ils sont gravés dans le marbre. Souvent, d'ailleurs, les opérateurs logistiques n'ont absolument pas la main pour changer les paramètres de gestion de ces articles en stock. Et on se retrouve alors soit avec un seuil de sécurité absolument pas adéquat par rapport à l'article, parce que l'article a une durée de vie. Aujourd'hui, effectivement, on ne va pas suivre les conditions logistiques, le paramétrage de ces conditions logistiques dans l'ERP par rapport à la durée de vie de l'article. Donc, du coup, le système DDMRP, il est beaucoup plus agréable parce qu'on va sortir effectivement de ces conditions logistiques et on va avoir effectivement un paramétrage beaucoup plus souple de cet article. Et donc, on va passer d'une distribution bimodale des stocks où ce que je n'ai pas besoin, j'en ai beaucoup parce que ça ne tourne plus en stock et mon ERP ne l'a pas vu tout de suite. Et ce que j'ai besoin, mes articles dont j'ai vraiment besoin, les paramètres, les conditions logistiques n'ont pas été changés ou très peu ou très rarement. Et donc, du coup, je suis constamment en rupture. Et donc, du coup, l'introduction du DDMRP va faire que cette distribution bimodale va s'arrêter et on va avoir une distribution effectivement centrée autour de la moyenne de consommation du CMJ que j'ai noté. Et on va avoir une courbe qui va être beaucoup plus gaussienne et donc, du coup, beaucoup plus facile à gérer.
Donc, ça va être beaucoup plus simple à gérer parce que les prévisions sont utilisées effectivement pour dimensionner les buffers. Et on va avoir dans une approche des DMRP effectivement une vision sur plusieurs jours, voire même plusieurs mois suivant la fonctionnalité qu'on veut avoir dans le DMRP. La méthode permet effectivement de pousser vers un SNOP des DMRP et d'intégrer effectivement des commandes exceptionnelles ou gérer des promotions en augmentant simplement la taille des buffers. Donc, le calcul est vraiment rapide, il est simple, mais cette méthode simple, du coup, elle est très rapidement, facilement mise en place et acceptée par les équipes parce qu'ils se rendent compte, effectivement, dès qu'on fait un pilote, que ça change leur vie. Au lieu d'avoir 50 paramètres de gestion, ils en ont 2, 3 et c'est beaucoup plus simple à faire. Et voilà, donc aujourd'hui, Axence BTE, on est capable effectivement de vous aider, de vous accompagner. Alors, soit effectivement par des formations, donc on a un certain nombre de formations, donc on a un petit jeu d'initiation, The Cool Connection, on a The Cool et plusieurs autres, et on a effectivement toute la panoplie effectivement de certification des DMRP, de la certification simple à devenir expert, et effectivement aussi à une initiation pour monter jusqu'à l'adaptative SNOP, donc qui est le haut niveau de planification et qui permet effectivement de passer effectivement d'un ordonnancement à une planification PIC, PDP, puis après PIC, une vision très long terme de la planification avec effectivement un certain nombre de choses. On est capable aussi aujourd'hui de vous accompagner, puisqu'on a cabinet conseil, on a fait de nombreuses missions autour du DDMRP avec effectivement une démarche, la démarche Axence, qui a fait effectivement la recette du succès d'Axence. Donc, d'abord, on va regarder comment ça se passe, discuter avec vous, faire des ateliers. Effectivement, on va modéliser un peu l'existant, on va travailler avec vos équipes, on va transmettre notre savoir, parce que le but du jeu, ce n'est pas d'être la béquille qui sera là tout de suite, non, c'est de vous accompagner, vous transmettre cette connaissance-là pour vous permettre, effectivement, une fois qu'on a modélisé l'environnement, tout ça, de vous permettre de travailler simplement. Et aujourd'hui, vous avez les slides qui sont en bas, enfin les illustrations qui sont en bas, effectivement, chez un client, ce qu'on a fait chez lui, à mettre un certain nombre d'articles en gestion de DDMRP avec une position très, très simple et une baisse du stock. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui de la présentation. Je vous remercie beaucoup. On va passer, si vous voulez, à une séance de questions-réponses. Et je vais arrêter effectivement à ce niveau-là la présentation. Voilà, donc j'arrête le partage. Tout simplement. Je vais mettre ça en avant. Voilà, j'arrête le partage. Voilà, je vous propose d'ouvrir vos micros si vous souhaitez poser des questions. C'est toujours les premières questions qui sont les plus difficiles. Alors, c'est un sujet qui est assez technique. On a essayé de faire quelque chose qui soit, je dirais, assez compréhensible. On n'a pas, voilà, si c'est peut-être pas le cas, mais n'hésitez pas à poser des questions, même des questions bêtes. En tout cas, voilà, nous, comme disait Frédéric, on accompagne effectivement des entreprises de taille moyenne jusqu'à des grandes entreprises à déployer cette méthode DDMRP avec du conseil, avec de la formation et avec un prérequis, évidemment, c'est l'engagement des dirigeants à lancer la méthode. Mais c'est une méthode, donc, comme Frédéric l'a dit, qui vient des États-Unis, Axence n'est pas le seul acteur à déployer cette méthode, sauf qu'effectivement, il faudra des coachs et des consultants qui soient certifiés par les Américains pour pouvoir déployer et utiliser les outils. Mais aujourd'hui, effectivement, les résultats sont très efficaces. On a d'ailleurs une PME dans l'automobile que l'on accompagne depuis plusieurs mois du côté de Villemur-sur-Tarn, sans la citer, qui nous disait encore qu'ils avaient effectivement réduit leur niveau de stock de manière importante, sachant que la méthode ne réside pas uniquement à la réduction des stocks, mais surtout à mettre des stocks, je dirais, aux bons endroits de la chaîne de fabrication. Et comme le disait Frédéric aussi, effectivement, qui dit des stocks optimisés dit un BFR en baisse.
et donc des résultats tout de suite sur la partie financière et rentabilité de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, les ordonnanceurs et les planificateurs qui passent les commandes chez les fournisseurs ont une visibilité et une capacité à pouvoir passer des commandes beaucoup plus facilement et donc à organiser leur production de manière optimisée. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Des interrogations? Donc, bonjour à tous, Hugo Genet de la société LGM. Donc, moi, j'avais une question par rapport à la complémentarité avec le MRP2. Je vais continuer encore un petit peu, et puis après, ça sera à vous. Juste pour dire, effectivement, Frédéric en a parlé. Donc, nous, aujourd'hui, on déploie une méthode chez nos clients. On a parlé d'outils. Donc, nous, Axence, on n'a pas vocation à vendre un outil. D'ailleurs, on n'est pas. Il y a plusieurs sociétés qui sont en capacité à pouvoir déployer des outils pour mettre en place cette méthode-là. Nous, on n'a pas fait le choix d'un outil en particulier. On va préconiser un outil en fonction de la problématique du client. C'est à partir de ce moment-là où, effectivement, le client va directement contractualiser avec un éditeur s'il le souhaite ou pas. Voilà, en fonction de la complexité de sa supply chain. Emmanuel, si votre micro ne marche pas, peut-être est-ce que vous pouvez utiliser aussi le chat pour certains, ceux qui le souhaitent, poser des questions. Oui, alors, juste Emmanuel. Vous avez en bas de votre écran la possibilité de poser des questions. Ah, mais en fait, Emmanuel, vous entendez ou pas là? Non. Non, je pense que Emmanuel, alors, Monsieur Genet, peut-être Oui. tenter de reposer votre question. Ah, tout à fait. Donc, vous m'avez entendu, peut-être. Enfin, moi, je vous ai Ah oui, entendu. Nous, on vous a J'ai entendu. entendu, oui. Je pense qu'Emmanuel, non. Alors, attendez, on va d'abord valider qui vous entend. Emmanuel, est-ce que vous nous entendez ou pas? Ce que je vous propose, Monsieur Genet, c'est effectivement de poser votre question via le chat. Non, mais c'est bizarre, hein? Parce que les autres m'ont entendu. Oui. Ah ouais, non, on vous entend très, très bien. Je pense que… Bon, je vais la poser via le chat. Ouais, mais du coup, c'est dommage. Et la complémentarité entre le MRP2 et le DDMRP. Alors ça c'est une très très bonne question, parce que je suis spécialiste de MRP2, parce que je me suis très vite présenté, mais peut-être pas assez. Moi, je suis je suis un responsable de production, je suis ingénieur de production de formation, et j'étais pendant très longtemps responsable de production. Puis, j'ai commencé à faire de la planification, et notamment dans le cabinet d'Axence, je développe beaucoup, effectivement, au niveau planification, le MRP2. Donc, ce qu'il faut comprendre pour les gens qui connaissent peu, en fait, le MRP2, c'est la planification haut niveau, donc qui nous permet de passer effectivement d'un horizon ordonnancement au petit PDP, où on va avoir un plan de production, puis après un programme directeur de production, et enfin un plan industriel et commercial, le PIC, où on va pouvoir effectivement entrer toutes les prévisions sur du très long terme. Donc, effectivement, c'est très complémentaire parce que le MRP2 va structurer effectivement toute l'entreprise, et notamment sur le haut niveau de planification, où on va pouvoir effectivement incorporer l'ensemble des prévisions et du carnet de commandes clients et modéliser effectivement l'entreprise, notamment tout ce qui est capacité de production de l'entreprise. Le plus de la méthode des DMRP, c'est qu'effectivement, face à ce MRP2 où on a une logique de flux effectivement poussée, on va prévoir les choses, donc on va enclencher petit à petit les choses. Le DDMRP va, lui, arriver du côté aval avec un flux tiré en disant, ben voilà, tu as prévu effectivement de réserver une capacité pour fabriquer tel type d'article ou quel type de famille d'articles. Et aujourd'hui, le DDMRP va me donner une réponse en termes de consommation des prévisions, si ça vous parle, effectivement, puisque ça va être le moment où on va concilier le flux tiré avec le flux poussé. Enfin, plutôt, le flux poussé avec le flux tiré, la demande directe du client. Donc oui, c'est très complémentaire, c'est absolument pas du tout opposé. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, est-ce que vous m'entendez, Cette Emmanuel? méthode permet une réduction de stockage à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur. Peut-on imaginer d'aller vers un flux plus tendu entre la demande client et la production, incluant les intermédiaires? Alors, oui, on va avoir effectivement une réduction de stock. Le but, effectivement,
c'est pour éviter la variabilité dont on parlait au début, effectivement, c'est de couper cette variabilité et d'imaginer, comme je vous disais tout à l'heure, imaginer poser un positionnement stratégique des stocks là où on va avoir un avantage concurrentiel. Le but, effectivement, c'est de pouvoir avoir des circuits courts de recomplètement, un peu comme faisait le Kanban. En fait, moi qui ai travaillé dans l'automobile, j'ai eu pas mal de Kanban à gérer. C'était intéressant, c'est qu'effectivement, la consommation d'un Kanban amont allait effectivement nous permettre, d'un Kanban aval, pardon, aller faire effectivement un appel vers l'aval. Et donc, on va continuer petit à petit cette boucle-là. Là, exactement de la même façon, on va imaginer des DDMRP effectivement face au client et la vitesse de consommation du DDMRP va nous permettre effectivement d'imaginer et de rapprovisionner beaucoup plus court. Imaginons que je fais une voiture, parce que c'est une chose assez connue et un bilan de consommation où le DDMRP commence à très, très bien fonctionner. Effectivement, je vais pouvoir avancer un certain nombre de composants vers l'assemblage final. Et au fur et à mesure où ma consommation de produits finis va arriver, je me rends compte, tiens, c'est plutôt le siège en cuir qui marche ou c'est plutôt le volant incrusté de nacre, je ne sais quoi, qui fonctionne. Je vais recompléter un petit peu ces choses-là en disant, tiens, au niveau programme directeur de production, j'avais imaginé que les voitures luxe prenaient 10%. Effectivement, donc j'avais sourcé ça. Je me rends compte que très vite, ça part beaucoup plus parce que le luxe marche bien, parce que mon modèle plaît. Et à ce moment-là, c'est ce type de tableau de bord que je vais devoir très rapidement réapprovisionner. Donc, je vais pouvoir le faire en circuit court parce que des DMRP, je vais avoir très, très vite une vision réelle de la demande client. Et donc, en circuit court, je vais pouvoir recompléter très vite ce type de composant. Le but, c'est effectivement là où je vais avoir un avantage concurrentiel, un avantage stratégique qui va faire que si mon client va hésiter entre deux modèles de luxe, si moi, je suis capable, par cette méthode de DMRP, de le servir au bout d'une semaine, parce que je vais mettre en place un flux logistique de recomplètement sous une semaine grâce au DDMRP, je vais gagner par rapport à mon concurrent qui va mettre peut-être 12 ou 15 ou 18 jours. Donc, c'est à ce niveau-là où on va imaginer, en dernier ressort, parce que c'est une composante intéressante, au-delà de à quel endroit dans la nomenclature je vais le mettre, à quel endroit je vais le mettre pour éviter effectivement la saturation de mon… j'ai perdu le mot, excusez-moi, de ma ressource contrainte, de mon goulet, zut, j'ai perdu le mot en anglais, de mon goulet, on va parler en français. Effectivement, théorie des contraintes, de ma contrainte maximum. Effectivement, je vais imaginer aussi au niveau marketing quel est l'endroit le plus stratégique pour gagner des parts de marché. Voilà. C'est le goulot d'étranglement. Exactement. Comment concilier cela avec la demande de plus en plus personnalisée des clients? Effectivement, il y a deux possibilités. Alors, on l'a vu effectivement. Soit on va la positionner. Donc là, si la demande elle est effectivement personnalisée, soit ça veut dire que où j'ai deux types de produits. J'ai un produit très simple, genre injection plastique, qui a été ma vie pendant des années, où la différenciation, ça va être un colorant ou une sérigraphie dessus, où je vais soit effectivement capitaliser sur de la matière première parce que le cycle d'injection va être très court. Je vais juste poser un moule, injecter et faire une sérigraphie derrière. Donc, je stocke de la matière première. Soit, effectivement, j'ai une demande sur un produit technique beaucoup plus long. Et à ce moment-là, je vais regarder dans ma gamme, dans ma nomenclature produit, si à un moment, je ne peux pas faire un semi-fini qui va me permettre, comme on a fait aujourd'hui dans les voitures, c'est exactement ça, la différenciation retardée, où je vais avoir un châssis, un certain nombre d'éléments, des portes et tout, qui vont être communs à un ensemble de modèles et qui, à la fin, l'assemblage final va durer une semaine. Je vais avoir des produits d'appel un peu partout dans les concessions, mais si je demande effectivement une couleur autre que le blanc, une finition personnalisée, je vais passer effectivement par un mix produit qui va être géré par des stocks effectivement de composants et on va fabriquer ma voiture suivant les évolutions que je vais faire très rapidement. Bonjour à vous, mais pour arriver à ce niveau, il faut aussi que tous les fournisseurs
qui sont au niveau N+2 ou enfin N-2 pardon, ou N-3 soient capables de suivre. Donc, lequel des deux est le plus risqué, le plus à risque. Alors, effectivement, lorsqu'on va faire le projet des DMRP, la première chose qu'on va regarder, c'est dans la chaîne d'approvisionnement au niveau amont, donc au niveau des fournisseurs. On va coter, hein, on discute et effectivement, c'est souvent le cas. Vous connaissez très bien les fournisseurs qui sont fiables et les fournisseurs qui sont peu fiables. Ça, c'est historiquement, vous savez, ceux qui vous posent des problèmes et ceux sur lesquels il vous dit blanc, ça sera blanc. Donc, on va regarder et à ce moment-là, on va faire un buffer temps. Quand je faisais des cours de gestion de production et comme j'en donne aujourd'hui, on m'a toujours transmis que la meilleure solution pour éviter effectivement des ruptures, c'est de prendre de l'avance. Si on veut éviter le retard, c'est de prendre de l'avance. Et comment on prend de l'avance? C'est en discutant avec un fournisseur, qu'il soit bon ou pas bon, et souvent avec le pas bon, se dire, voilà, déjà, je vais te partager des prévisions, je vais discuter avec toi pour effectivement te monter en compétence. Parce que tu n'es peut-être pas bon, parce que moi, je ne suis pas capable de te donner des bonnes informations. Donc, je vais déjà regarder si le problème ne vient pas de mon organisation ou de la sienne. Après, je vais regarder s'il est possible que je sois un client qui ne représente que 2% de son chiffre d'affaires. Et donc, pour lui, je ne suis pas un client prioritaire. Mais je peux lui dire, mais attends, moi, si je t'envoie des prévisions, sur un long terme et je respecte sur ces trucs-là, je veux être servi et on va mettre en place un modèle qui marche. Le but, c'est que toi, tu ne perds pas ni un client ni une image de marque et moi, que j'ai un client et un fournisseur très, très fiable et pouvoir livrer les clients. Si on n'y arrive pas, on va créer un stock très simple ensemble qu'on va constituer. Alors, soit je vais le porter, soit tu vas le porter. On va discuter ensemble. Mais je pense que la première des choses, et je l'ai vu il y a une vingtaine d'années, parce que je ne suis pas un perdreau de l'année non plus, j'ai quasiment 50 ans, dans l'automobile, on avait des fournisseurs qui n'étaient absolument pas fiables. On a mis en place chez eux des stocks. J'ai vu ça aussi dans la sidérurgie où pour avoir des aciers spéciaux, on demandait des stocks et on demandait aux fournisseurs de garder des stocks pour nous et on finançait ces stocks-là et on allait taper dedans. Donc, il y a des stratégies qui existent, des stratégies au niveau approvisionnement qui sont assez simples à mettre en place et travailler avec nos fournisseurs. Le but, les gens ne sont pas là, ce que je dis toujours, les gens ne sont pas là pour vous ennuyer. Hein. Vos fournisseurs ne passent pas leur temps à dire « je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour le foutre en rupture parce que c'est rigolo ». Non, ils sont comme tout le monde, ils n'aiment pas se faire engueuler par leurs clients au téléphone. C'est assez désagréable. On aime bien gérer des trains qui arrivent à l'heure, c'est beaucoup plus simple que les retards. Donc oui, il y a, à mon avis, beaucoup de discussions à poser avec le fournisseur et trouver un système. Et notamment, le DDMRP marche bien avec le fournisseur. On lui explique le concept et on est capable de mettre ça, soit par un buffer temps, soit par un buffer stock. Voilà. Mais on est capable de le faire. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Okay, merci pour la réponse. Après, en connaissance de cause, je sais que tout le monde marche beaucoup avec les forecasts qui sont souvent faites de manière mensuelle. Alors oui, je suis un peu un expert forecast. J'ai subi ça pendant des années. Alors je dis subi parce que j'étais un sous-traitant. On était vraiment assez loin de la demande client. Et à l'époque, il y avait un Internet qui ne marchait pas. Donc, on recevait des EDI qui écrasaient joyeusement la prévision de la veille. Et quand on avait des clients qui n'étaient pas très sympas, généralement, ils changeaient leur forecast du jour au lendemain et hop, ils vous envoyaient le truc à 5 heures du soir en disant qu'ils passent de 1000 blancs à 2000 bleus. Ils écrasaient les 1000 blancs et ils vous appelaient le lendemain matin à 8 heures en disant « j'ai pas reçu ma commande ». Donc, il fallait garder un historique, n'est-ce pas, sur un Excel pour être sûr qu'ils ne vous écrasaient pas joyeusement par l'EDI. J'aime beaucoup les systèmes interconnectés où on n'a absolument aucune historique et on se retrouve pieds et poings liés. Aujourd'hui, il y a quand même des façons de forecaster. Tout le monde a intérêt effectivement à partager une prévision pour que la supply chain de Vason, vraiment une supply chain, excusez-moi, une vision extensive de la supply chain où tout le monde est interconnecté, mais aussi tout le monde a des responsabilités. Donc, ça marche mieux, collaborative. OK, d'autres questions? Monsieur Rocher, avez-vous d'autres questions? Non?
Monsieur Boyer, Monsieur Rocher, vous avez ouvert votre micro. Oui, j'ai dit, vous avez répondu à celle que je me posais comme question. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, avec enthousiasme, je réponds à toutes les questions, soit posées, soit en direct. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui avaient déjà entendu parler de la méthode des DMRP? Oui, alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions très, très précises sur la planification, le MRP. Donc, j'imagine que je ne suis pas le seul ingénieur de prod de formation, là, de producteur ou de gars de la prod. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Non, pas moi. Ah, zut, pas vraiment. J'ai fait chou blanc, alors. En tout cas, vous avez une bonne connaissance quand même de la planification, parce que vos questions étaient assez techniques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pour moi, simplement une remarque. J'ai l'impression qu'avec la digitalisation qui s'accroît énormément là, depuis le Covid, dans beaucoup d'entreprises, je pense qu'il y aura comment dire, un lien de plus en plus direct entre le consommateur et le producteur, donc entre le client et la production. Oui. Alors, ce qu'on voit surtout aujourd'hui, je vois la résilience du modèle des DMRP avec le contexte Covid. Ce qu'on voit en fait, le contexte Covid a fait deux choses chez nos clients. Ils ont fait effectivement mis à rude épreuve les supply chains extendues, parce que quand on a effectivement des fournisseurs aux quatre coins du monde, et ne serait-ce qu'en Angleterre, même avant le Covid, les gens qui ont des fournisseurs en Angleterre se sont trouvés dans une panade absolue avec ce Brexit qui n'était absolument pas géré. Et donc, ça a créé un certain nombre de problématiques aujourd'hui, notamment on a oublié ce que c'était que les boîtes de douane et les Incoterms, en plus, qui ont changé l'année dernière. Donc, c'était super. Une très, très bonne année. Donc, il fallait vite se remettre à jour au niveau Incoterm pour comprendre comment ça marche, pour ne pas se faire avoir. Donc, il y a cet aspect-là, avec le Covid qui a créé effectivement la panique dans la supply chain étendue. Mais le deuxième chose aussi, c'est au niveau aval, des canaux de distribution qui n'étaient absolument pas du tout présents ou qui étaient peu présents dans certains métiers et qui sont devenus majoritaires. Et l'abandon, alors je vois, on travaille pas mal, Emmanuel en a parlé, dans tout ce qui est alimentaire. On a des clients dans l'agroalimentaire qui ont vu leur répartition client totalement changée, avec des professionnels qui n'existent plus, des collectivités qui n'existent plus, et une ouverture de marché web, ou alors la grande surface qui a explosé. Et donc, ils ont dû redistribuer les cartes. Alors, des commerciaux qui n'avaient pas trop l'habitude de travailler effectivement avec, qui avaient un autre type de client, et effectivement une demande qui était absolument plus du tout, qui était totalement erratique, qui ne suivait pas une logique. Alors, on a beaucoup ri au début où il y a une rupture, et je me suis fait avoir comme tout le monde, rupture des papiers toilettes dans tous les supermarchés. On n'en mange pas, mais alors qu'est-ce qu'on en a consommé pendant un mois? C'était la denrée rare dans les papiers toilettes. Donc, je pense que je ne suis pas le seul à avoir dit, bon, tant pis, le sopalin, ça marche aussi. Donc, voilà, on a eu un rapport, du coup. Alors je dis sopalin, pourquoi? Parce que ça a été, du coup, le produit de substitution que tout le monde a utilisé avec le mouchoir en papier. Enfin, voilà. Bref, il y a eu des conséquences d'une rupture d'un lin a fait autre chose. Les pâtes, c'était aussi une horreur. Les rayons de pâtes étaient dévalisés et on a des clients, on ne va pas les citer, mais qui sont retrouvés avec une demande qui a accéléré. Et en fait, c'était quoi? C'était plutôt une anticipation de la demande sur un délai extrêmement court. Alors, effectivement, personne ne l'a vu. Donc, tout le monde a pris effectivement ça dans la tronche. Par contre, ce qui est intéressant dans le modèle des DMRP, c'est comme on est branché très vite sur la demande client. Alors, pour ceux qui travaillent dans le retail, on est branché sur le sell-out, c'est-à-dire la donnée de sortie de caisse plutôt que le sell-in. Effectivement, avec des données sell-out, on a vu et très vite pu anticiper tout ce qui arrivait comme demande et en fait, c'était de l'anticipation de la demande. On s'est aperçu, a posteriori, on a compris que c'était une anticipation, mais bon, avec des DMRP branchés sur le sell-out, ça permet effectivement d'être beaucoup plus résilient. Ça, c'est évident.
D'autres questions? Je voudrais juste ajouter quelque chose aussi pour ceux qui seraient intéressés pour savoir si la méthode des DMRP pourrait avoir une efficacité dans leurs entreprises. On a aujourd'hui, il faut savoir, un modèle, des petits outils très simples qui vont permettre de pouvoir faire des premières simulations sur l'efficacité du modèle au sein de votre entreprise. Voilà. Et ça de manière assez vraiment simple à simuler. Donc, en fait, ce que dit Emmanuel, c'est qu'on est capable de venir tous les deux avec une valise, un ordinateur, prendre 2-3 données avec où vous fournissez, vous dites est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup. Et sur les 20-80 que vous avez donnés, on vous dit voilà, sur le panel que vous avez donné, vous pouvez imaginez gagner X% de stock, vous valoriserez-vous, et du coup avoir une idée d'un ROI par rapport à cet investissement. D'une mission des DMRP, on est capable de vous la calibrer en vous disant voilà ce que vous êtes en capacité de gagner très rapidement. Et on est capable aussi, effectivement, si vous voulez aller plus loin, c'est bien sûr de vous partager les retours d'expérience que l'on a avec nos clients qui nous ont fait confiance et chez qui on a installé on a déployé les méthodes des DMRP. Voilà. Tout est clair, en fait. Il n'y a plus qu'à. On ne t'entend pas. Du coup, s'il n'y a plus de questions, moi, je vous propose de reprendre la main, Marie-Armelle ou Laetitia. Et je vous remercie tous les participants de ce séminaire, de ce webinaire, excusez. En tout cas, je vous remercie tous les deux là, pour cette présentation qui a eu un vif succès. Pour ce qui est du JP, si certains d'entre vous sont intéressés pour aller plus loin avec le JP, voire adhérer, je vous invite à contacter Laetitia, qui vous enverra toutes les informations nécessaires. De toute façon, à partir du moment où vous avez participé à une manifestation, vous recevrez les prochaines invitations. Donc, je ne sais pas, Laetitia, je vais peut-être te laisser la main pour dire quels sont les prochains webinaires. On a quelques webinaires qui sont fort intéressants. Je pense à un webinaire sur les jumeaux numériques. Oui, tout à fait. Le 7 avril. Vas-y. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que… Alors, la semaine prochaine, donc, il y aura un webinaire avec la TECOR. Donc, j'ai envoyé une invitation, il me semble, la semaine dernière, sur la présentation du LiFi, la technologie LiFi, donc par la division système de la TECOR. La technologie LiFi, ça permet d'envoyer des informations par la lumière. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait aussi donc, en partenariat avec le pôle Optitech. Donc ensuite, le 7 avril, il y aura une conférence sur les jumeaux numériques, donc sont partout, le saviez-vous. Ensuite, le 15 avril, un webinaire avec Airbus Ines Academy. Voilà, une conférence sur l'intelligence artificielle aussi au mois de mai. Et sûrement un webinaire également avec la présentation de la société Emitech. Voilà, ce qui est dans les prochains événements. Et vous avez tous les éléments sur le site. Et comme disait Marie-Armelle, ceux qui viennent pour la première fois au JP, donc j'enregistre vos coordonnées, votre mail, comme ça vous recevrez toutes les invitations. Voilà. Je vous souhaite à tous et à chacun une bonne soirée et puis au plaisir de vous retrouver sur un prochain événement du JP ou dans des relations business. Bonne soirée. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir organisé ça et à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt et au revoir. Très bonne soirée à tous.